Bonjour à tous. Je m'appelle Solène Lagadec, je travaille à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis chargée d'études. C'est bon. Je suis chargée d'études et de conseil au sein de l'équipe porc des chambres d'agriculture de Bretagne. Et donc, je vais vous présenter ce travail qui a été réalisé dans le cadre du projet Air Éleveur que nous avons copiloté avec Caroline Depoudan, qui est chargée d'études travail au sein de l'équipe porc également de la Chambre d'agriculture de Bretagne et co-animatrice du RMT Travail dont on va parler tout à l'heure. Sensibiliser et agir face aux risques respiratoires en élevage porcin et avicole. C'est donc un projet qui a été réalisé par les chambres d'agriculture et également avec les instituts techniques, l'INRAE et Sepia Santé. Donc, il faut savoir que tous les travailleurs en élevage de porc et de volailles sont exposés à de l'ammoniac et à des particules. Donc, l'ammoniac, en fait, c'est un gaz qui est généré par l'activité biologique des déjections animales et c'est également un gaz qui est soluble dans les muqueuses. Donc, dans les yeux, dans le nez et la gorge. Et c'est pour ça que ça peut entraîner des irritations des voies respiratoires. Et donc, il y a une valeur limite d'exposition professionnelle qui a été définie par le Code du travail, qui est de ne pas dépasser 20 ppm pendant 15 minutes. Donc, un travailleur ne doit pas être exposé à plus de 20 ppm pendant 15 minutes. Et au niveau des particules, ce sont des particules qui peuvent être à la fois générées par les animaux, donc les squames, les poils, les plumes, l'aliment, les déjections, le bâtiment, mais aussi la litière. Donc, c'est vraiment un mix de particules à la fois organiques et inorganiques. Et elles peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires, notamment les particules alvéolaires, donc qui sont majoritairement inférieures à 4 microns. Et elles peuvent également véhiculer des agents pathogènes. Et ça fait que ça va entraîner, pour le travailleur, ça peut entraîner des bronchites, de l'asthme ou encore de la toux. Et donc, il y a une valeur limite d'exposition professionnelle qui a été revue là récemment en juillet 2023, qui est de ne pas dépasser pendant 8 heures 0,9 mg par mètre cube. Donc, le constat qu'on a fait dans le cadre du projet donc Air Éleveur, c'est-à-dire que les travailleurs, finalement, en élevage de porc et de volaille, ne sont pas forcément tous conscients du risque. Il y a une exposition à l'ammoniac et aux poussières, mais ils ne sont pas tous conscients. Et différents profils ont été identifiés. Donc, il y a d'abord ceux qui vont minimiser le risque. Donc, vous avez à droite celui qu'on appelait le Superman, c'est-à-dire pour lui, son corps, de toute façon, va s'adapter, il n'y aura pas de problème. Il peut tousser un jour, mais le lendemain, ce sera OK. Après, on a celui du milieu, donc qui lui va être plutôt le non concerné, donc c'est-à-dire qui va dire non mais dans mon élevage on ventile très bien, il n'y a pas de souci pour moi. Et ensuite le relax donc sur la gauche qui lui va plutôt dire de toute façon les tâches ça dure pas longtemps, j'ai la flemme de prendre un masque et vu la qualité des masques ça sert à rien. Donc ça c'est des profils qui ont été identifiés dans notre panel d'éleveurs que nous avons enquêté, donc qui vont minimiser le risque. Et il y a aussi ceux qui vont justifier leur comportement. Donc dans ceux qui justifient leur comportement, vous avez sur la gauche donc le gestionnaire qui, par exemple en élevage de volaille, va dire non mais moi c'est bon, j'utilise des causes de sarrasin et pas de la paille, donc il y a pas de risque au niveau des particules. Il y a celui qui va dire donc il y a le sceptique qui va dire de toute façon aujourd'hui on n'a pas d'équipement finalement de protection vraiment adapté pour nous, donc ça sert à rien de les utiliser. Et le contraint qui lui va dire c'est comme ça, on travaille en élevage, il n'y a pas le choix, il faut être exposé à des particules et à de l'ammoniac, on peut pas faire autrement. Et enfin le viril, mais qui est très peu représenté, c'est plutôt qu'est-ce que vont penser mes salariés si moi je porte un masque ou si je parle de l'ammoniac et des poussières. Et donc, on a finalement tous ces profils-là qui ont été identifiés. Et maintenant, la question, c'est comment fait-on pour sensibiliser au vu des différents profils qu'on retrouve dans les élevages. Donc, comment sensibiliser et ce qu'on a défini, c'est d'abord, premièrement, leur apporter une information objective. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que finalement, lors de nos enquêtes, ils ne sont pas forcément au courant de ces risques-là, et c'est d'ailleurs pas les premiers risques qu'ils vont citer. Ils vont citer majoritairement les risques liés au TMS, on en a parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est poussière ammoniaque, finalement, ça ne va pas être cité en premier. Donc, leur apporter une information objective. Et il faut leur dire, est-ce que les concentrations en ammoniac et en particules peuvent dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle. Après, quels sont ces impacts
quel impact va avoir cette exposition sur la santé des travailleurs? Et enfin, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre, d'abord de prévention et après de protection, parce qu'il faut toujours penser d'abord prévention avant protection. Et pour répondre à ces questions-là, on a suivi donc 20 élevages de porcs et 21 élevages de volailles pendant 4 tâches qu'on a considérées comme les plus à risque au niveau exposition à l'ammoniac et aux poussières. Donc en porc, il s'agissait du coup du sevrage des porcelets, des soins aux porcelets, du tri des porcs charcutiers, donc en fin d'engraissement, où là, justement, on a plus de risque d'avoir de la volatilisation d'ammoniac, et l'alimentation des porcelets liée surtout aux particules. Et en élevage de volailles, donc on a suivi l'inspection en fin de bande, le curage du fumier, le ramassage des animaux et enfin le paillage. Et pour chacune de ces tâches, on a réalisé des mesures donc de concentration en ammoniac et en particules alvéolaires, puisque c'est les particules les plus fines qui vont dans les alvéoles pulmonaires. Et on a mesuré également la capacité respiratoire et les symptômes du travailleur avant et après réalisation de la tâche. Et finalement, voici les résultats au niveau des concentrations en ammoniac. Donc, ce qu'on a observé, c'est que la tâche la plus exposante à l'ammoniac, c'est le tri des porcs charcutiers, comme on anticipait un peu ça. Donc, avec 14 ppm en moyenne. Ensuite, l'alimentation des porcelets avec 9 ppm. Le sevrage et les soins avec 8 et 7 ppm. Donc, on se rend compte que finalement, en moyenne, on est en dessous de cette valeur limite d'exposition professionnelle de 20 ppm, mais que finalement, quand on regarde la variabilité des résultats obtenus par tâche, dans 3 des 4 tâches, on a des valeurs qui sont soit égales ou supérieures à 20 ppm. Et ça va jusqu'à même 45 ppm de concentration en ammoniac dans l'air au moment de l'alimentation des porcelets. Et concernant les particules alvéolaires, donc même constat que pour l'ammoniac, on est en dessous en moyenne des 0,9 mg par mètre cube qui sont la valeur limite d'exposition professionnelle. Mais quand on regarde les concentrations maximales mesurées, on voit qu'on va même jusqu'à 18,4 mg par mètre cube en sevrage des porcelets. Donc le constat est là, c'est qu'en moyenne, on est en dessous de ces valeurs limites, mais qu'on a des cas où on va les dépasser. Même résultat pour l'élevage avicole. Donc on a aussi des concentrations moyennes qui sont en dessous des 20 ppm, mais des concentrations maximales qui vont les dépasser pour 3 des 4 tâches. Donc inspection de fin de bande, on va jusqu'à 40 ppm, curage jusqu'à 35 ppm et ramassage jusqu'à 26. Par contre, au niveau des particules alvéolaires, comme on est majoritairement sur des élevages sur litière en élevage avicole, on a obligatoirement des concentrations en particules plus élevées que dans les élevages porcins, puisque c'est des particules plus lourdes. Et dans 2 des 4 tâches, on dépasse cette valeur limite d'exposition professionnelle de 0,9 mg par mètre cube. Donc voilà le premier constat. Au niveau impact sur la santé, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on retrouve des symptômes, donc toux, nez irrité, essoufflement et irritation de la gorge après majoritairement l'ensemble des tâches suivies. On a également observé que plus la tâche était longue, plus les symptômes sont élevés et qu'on mesurait une réduction de la capacité respiratoire chez les personnes souffrant d'allergies. Donc maintenant, on sait qu'il y a un risque, on sait qu'il faut pouvoir mettre en œuvre des choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer aux éleveurs? Et là, dans les moyens de prévention, donc on avait identifié donc différents moyens, notamment pour l'élevage porcin, on peut agir sur l'aliment pour adapter au mieux les apports en protéines par rapport aux besoins et réduire les émissions d'ammoniac. Agir sur l'ambiance, comme par exemple mettre en place la brumisation, agir sur la ventilation, donc permettre que le renouvellement de l'air soit le plus optimal possible. On peut également agir sur les effluents, comme évacuer fréquemment les effluents, ça permet de limiter la formation de l'ammoniac dans la salle, ou adapter les pratiques de l'éleveur. En élevage avicole, on agit également sur la litière. On peut ajouter des additifs dans la litière pour l'assécher et limiter les émissions d'ammoniac. Agir également sur l'ambiance et surtout limiter l'agitation des animaux, puisque c'est ça qui entraîne le plus de particules dans l'air, et mécaniser le ramassage et le paillage. Donc voilà les principaux moyens qu'on a identifiés.
en termes de prévention. Et au niveau protection, donc ce qu'on a identifié, c'est que en fait, il existe beaucoup de masques sur le marché, mais que finalement, d'après nos enquêtes, ils sont vraiment très peu utilisés. Donc, on voit que soit ils sont pas utilisés parce qu'ils sont pas confortables, parce qu'ils sont pas adaptés au visage, parce qu'il y a l'image du porteur de masque qui est pas très bien vue des voisins, et du scepticisme quant à l'efficacité du masque. Donc, en fait, il est nécessaire de pouvoir donner aux éleveurs, aux travailleurs, éleveurs et salariés, des indications sur comment bien choisir son masque en fonction de sa tâche, bien utiliser son masque, également voilà, sur l'entretien, le stockage, parce que ça c'est pareil, il y avait des soucis. Donc, pour pouvoir permettre de transmettre toutes ces informations aux travailleurs en élevage de porcs et de volailles et de les sensibiliser, nous avons mis en place une chaîne YouTube qui s'appelle AirEleveur avec 6 vidéos explicatives, donc justement sur l'exposition des travailleurs à l'ammoniac et aux poussières, l'impact sur la santé et la perception des risques également, pour leur montrer qu'il y a différents profils et peut-être qu'ils s'identifient à un profil. Et on a également diffusé 2 plaquettes, donc celle sur la droite, c'est sur les moyens de protection, donc justement avec comment bien choisir son masque, comment l'entretenir, quelle cartouche comment bien l'utiliser. Et donc également une plaquette c'est la plaquette de gauche, sur les résultats du projet AirEleveur condensé. Donc en conclusion, vous voyez l'échelle en bas à droite. En fait, quand on veut permettre l'action sur le terrain, il faut d'abord que le travailleur soit conscient du risque. Après, il faut qu'il se sente concerné. Et après, ce sera que là qu'il va pouvoir agir. Et ce qu'on voit que, suite à ce projet-là, AirEleveur, c'est qu'il y a bien un risque qui est avéré sur l'exposition à l'ammoniac et aux poussières, puisqu'on a des concentrations supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Et on a également un impact sur la santé qui a été mesuré. Mais du coup, on se rend compte que même si on a réalisé cette sensibilisation par la diffusion d'informations objectives, par les groupes d'éleveurs, les réunions techniques, différentes conférences, les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est que finalement, la sensibilisation, elle n'est pas suffisante. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs commencent à être conscients et à se sentir concernés, mais on n'est pas encore au passage à l'action. Donc c'est pour ça qu'on a démarré depuis cette année le projet Calière. Et là, on voudrait mettre en place un outil. Donc c'est également un projet financé par le CASDAR pour permettre vraiment le passage à l'action, que le travailleur se sente concerné en réalisant un autodiagnostic et qu'il puisse avoir accès très facilement à des moyens de prévention et de protection adaptés à son élevage. Voilà. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Alors en effet, donc, je suis Juliette Protino de la coopération agricole et je vais vous parler aujourd'hui du réseau AgriSentinelle qui a été initié par la coopération agricole pour prévenir le mal-être des agriculteurs. Donc je vais vous faire un petit peu le contexte. Désolée, c'est peu réjouissant, mais je vais passer à des choses un peu plus positives juste après. Donc le constat, je pense que j'apprends peut-être pas grand-chose aux personnes dans la salle, mais évidemment, on a un contexte de surmortalité par suicide dans le monde agricole français. On a quelques études qui ont été menées au cours des 10 dernières années et qui ont montré la forte prévalence de ce phénomène de suicide dans le monde agricole par rapport à la population générale. Voilà, ça c'est un fait. Et pourtant, si on regarde un petit peu la diversité de ces études, soit les études sont anciennes, soit on a des résultats qui varient très fortement. Parfois, on a des divergences méthodologiques. On peut avoir aussi une sous-estimation parce que parfois, il y a des suicides qui sont masqués en accident du travail pour des raisons aussi d'indemnisation. Et donc, ça peut brouiller un petit peu les chiffres. Toujours est-il que l'ampleur du phénomène, elle est évidemment bien réelle, mais finalement difficile à chiffrer avec précision. On peut parler de 1 suicide tous les 2 jours selon le dernier rapport de la MSA, voire 2 par jour. Donc voilà, ça peut être. Je pense que ce ne sont pas les dernières diapositives, mais c'est pas très grave. Je vais aller vite sur celle-là. Donc en tout cas, voilà, il y a un phénomène
qui est très prégnant et qui est évidemment très préoccupant. Il faut aussi se dire qu'il y a un postulat sur le fait que si un éleveur est en détresse et en déprise, et finalement, il ne pourra pas s'occuper pleinement de ces animaux. C'est ce qu'on appelle en fait le concept du one welfare, c'est-à-dire que le bien-être de l'éleveur et le bien-être de ses animaux sont intimement liés. Et donc voilà. Donc si on veut jouer sur l'un, il faut évidemment s'attaquer aussi à l'autre. Alors je passe sur les autres diapos qui sont très rapides, mais c'était pour faire un état des lieux en fait, un petit peu une comment on appelle ça, une carte d'identité des éleveurs qui sont notamment concernés par ce phénomène du suicide. On constate que ça touche majoritairement les hommes qui sont plutôt chefs d'exploitation agricole, donc les non salariés, entre 45 et 64 ans, et majoritairement en élevage de bovins, que ce soit bovins viande ou vaches laitières. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais aussi le lien avec le concept du one welfare, puisque ce sont majoritairement les éleveurs qui sont touchés. Voilà, donc je passe. En ce qui concerne les causes, eh bien, elles sont multifactorielles et celles qui sont autour de ce cercle, je pense que le contexte actuel et l'actualité, voilà, nous ont bien mis en évidence toutes ces problématiques auxquelles sont confrontés les éleveurs et qui sont aussi à la cause de leur colère aujourd'hui. On voit que finalement la première cause de détresse chez les agriculteurs, c'est potentiellement donc des problématiques économiques. Bon, voilà, je vous refais pas l'actualité, les problèmes de revenus, de volatilité des prix, etc. Mais à cela s'ajoutent aussi les crises sanitaires. On parle de voilà la maladie hémorragique, enfin la MHE chez les bovins. Il y a l'influenza aviaire en volaille. Bon, toutes ces contraintes. Il y a aussi toute la prolifération des normes environnementales, bien-être animal, tout cela qui s'ajoute. Et au-delà de ça, on a aussi des problématiques privées, un isolement croissant des agriculteurs, parfois des tensions aussi dans la vie personnelle. Et puis à cela peut s'ajouter aussi toutes les problématiques de controverses sociales et notamment l'agribashing, où les éleveurs se sentent de plus en plus attaqués et critiqués sur leur métier. Alors parfois je dis le mot éleveur, bon c'est agriculteur en règle générale, mais particulièrement les éleveurs évidemment. Alors face à ce constat, le monde agricole a agi et donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour que le monde agricole agisse. Il agit depuis un petit moment déjà. On peut citer, là j'ai mis quelques exemples qui ont été faits. On a par exemple la plateforme Agri-Écoute de la MSA ou encore Allo Agri qui a été mis en place par la coordination rurale, qui sont des plateformes d'écoute des agriculteurs en situation de détresse. Mais on peut aussi citer Agri-Collectif, qui est une plateforme commune portée par la FNSEA, les jeunes agriculteurs, les chambres d'agriculture avec le concours de la MSA et qui regroupe en fait en un site toutes les solutions qui sont mises à disposition des éleveurs ou des agriculteurs qui sont du coup en détresse notamment psychologique. Et on citera par exemple les cellules Réagir, j'y reviendrai à la fin. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place de manière un peu disparate, mais justement avec quelques difficultés observées, puisque on voit bien que justement il y a des dispositifs nationaux mais qui sont parfois pas connus parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y en a qui sont locaux et enfin voilà, on n'est pas toujours au courant de ce qui existe autour de soi. On peut parler aussi des limites des dispositifs d'écoute quand finalement on est face à un agriculteur qui est en position de repli sur soi, donc il va pas forcément faire la démarche d'aller appeler quand il est lui-même replié sur lui. Parfois on peut noter un manque d'implication de certains acteurs dans les cellules de prévention. On n'a pas forcément ciblé les acteurs de confiance vers lesquels les éleveurs ou les agriculteurs peuvent se tourner. Je parlais aussi du concept One Welfare et du binôme humain-animal, bien-être humain, bien-être animal. Et puis aussi parfois on omet de gérer tous les signalements dans les entreprises qui sont au service des agriculteurs. On fait un petit peu l'impasse parce qu'on est démunis. Et pourtant, face à ça, il y a un potentiel de plus de 10 000 sentinelles au moins, au bas mot, qui est au contact de ces éleveurs. Alors je reviendrai sur la définition de sentinelle, mais en fait ce sont toutes les personnes qui sont
au contact des agriculteurs. Ça peut être les livreurs d'aliments ou de poussins, ça peut être le gaz, ça peut être les vétérinaires, ça peut être les techniciens ou un voisin, éleveur ou autre. Voilà. Et donc, de véritables synergies sont possibles entre l'action des dispositifs d'accompagnement, sur lesquels je vais revenir, et puis tous ces sentinelles qui peuvent finalement observer le mal-être des agriculteurs autour d'eux. Et donc, justement, à partir de tout cela, finalement, dans le cadre d'un financement ENVAR en 2020, la coopération agricole Eliance, qui est la fédération des entreprises de conseil en génétique et reproduction animale. Donc nous avons lancé finalement une action autour de l'accompagnement des agriculteurs français en situation de détresse pour pouvoir prévenir notamment le suicide en agriculture et puis aider les hommes et les femmes voilà, lorsqu'ils sont en difficulté et aussi accompagner les volontaires, les sentinelles dans cette stratégie de prévention. Alors pour cela, notre idée c'était d'outiller et de former ces sentinelles sur 3 actions: repérer, alerter et agir. C'est vraiment les 3 points clés. Repérer pour évidemment identifier au final les situations de fragilité, les situations de mal-être et de détresse des agriculteurs lorsqu'il y a des problématiques psychologiques. Ça peut être par exemple je suis technicien, je vais dans un élevage et d'habitude chez Monsieur Michel, la pelouse est tondue, il n'y a pas tous les outils sont rangés, tout est en ordre. Et puis là, ça fait quand même plusieurs jours que je reviens et je vois que il y a des choses qui sont pas rangées. Il y a pas mal la pelouse n'est pas tondue, ou il y a des petits signes comme ça. Donc ça peut alerter, par exemple. Et puis face à ça, il faut alerter. Et pour ça, il faut orienter les agriculteurs et les les orienter vers un dispositif d'accompagnement qui est adapté à leur cas. Et bien sûr, un dispositif qui est déjà existant. Je vais revenir dessus. Et puis la 3e chose, c'est d'agir. Et pour pouvoir bien agir, il faut pouvoir se former et donc développer des attitudes qui sont adaptées à ces agriculteurs en situation de fragilité, mais aussi pouvoir partager ces expériences en tant que sentinelles au sein d'un réseau et pouvoir aussi se protéger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les sentinelles deviennent des éponges et qu'elles soient elles-mêmes en situation de mal-être. Ça, c'est aussi important d'aider l'aidant pour qu'il puisse lui-même aider l'agriculteur. Alors, la chose qui est très, très importante, c'est qu'il faut que ce soit un engagement volontaire, puisque sans ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut bien baliser le rôle des sentinelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les sentinelles, ce ne sont pas des psychologues, c'est pas leur métier d'être des psys, ou même des préventeurs de risques psychosociaux. Eux, ils sont là pour orienter. Évidemment, il faut qu'ils respectent la vie privée de l'éleveur, hein, ça c'est le b.a.-ba. Ils doivent pas se substituer aux dispositifs existants et qui fonctionnent bien. Et évidemment, on doit privilégier le dialogue entre un agriculteur et une personne qui est de confiance à ses yeux. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à monter et à former. Alors, sur cette initiative de la coopération agricole et d'Eliance, eh bien, on a de nombreux acteurs agricoles qui se sont mobilisés, puisque sous cette impulsion, on a une trentaine de partenaires qui nous ont rejoints et qui ont créé donc ce réseau multipartenarial pour faciliter les situations de détresse. On voit qu'il y a beaucoup d'instituts techniques, des interpros, les centres de formation, la FNSEA, les JA, et puis, évidemment, le ministère de l'Agriculture, mais et la MSA, donc beaucoup de structures, autour du monde agricole. Et donc, ça a débouché à un site internet qui s'appelle le réseau AgriSentinelle, qui est en fait une boîte à outils qui est disponible en ligne. Donc, je vous ai dit, les AgriSentinelles, ça peut être les techniciens, conseillers, vétos, inséminateurs, tout cela. Mais bien sûr, c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Alors, je reviens sur les 3 points clés. Repérer, donc je vous ai dit, c'était pour avoir au final les outils pour pouvoir parler finalement et détecter les situations de mal-être chez l'agriculteur et puis trouver les bons mots finalement, pouvoir savoir quels mots dire ou ne pas dire, comment montrer finalement à l'éleveur ou à l'agriculteur que sa détresse n'est pas sans fin, qu'il y a des solutions. Donc pour cela, on avait identifié une dizaine de formations, nationales ou en région, pour que les sentinelles montent en compétences sur le repérage de ces situations difficiles, avoir les bons mots, adopter une attitude d'écoute active, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, se protéger psychologiquement.
Le deuxième point, donc, c'est alerter et notamment rediriger vers un réseau d'accompagnants. On avait identifié près de 270 professionnels répartis sur toute la France métropolitaine. Donc, c'est ce qu'on appelle la force horizontale de terrain. Voilà, donc dans les différents départements. Et donc, en gros, ce qu'on demande aux sentinelles, c'est qu'au contact d'un agriculteur en détresse qui nécessite un accompagnement, eh bien, on lui communique les contacts dans sa région et on l'incite, bien sûr, à les appeler. Et de là, il pourra bénéficier d'un appui qui est vraiment spécifique à sa problématique et à sa situation. Et puis pour agir, c'était notamment comment s'engager. Donc la coopération agricole, on est évidemment un réseau de coopératives. Donc on avait notamment incité nos coopératives à devenir un membre agri-sentinelle, donc en manifestant son intérêt, en transmettant à ses salariés la communication et en formant ses salariés pour devenir des sentinelles et pour pouvoir s'engager au sein de ce réseau. Donc on avait mis en place toute une stratégie pour aider les coopératives à s'engager. Mais ça pouvait être aussi évidemment des entreprises autres que Coop. Et donc je dresse le bilan finalement 5 ans après le début de ces travaux, à peu près, de ce réseau Agri-Sentinelle. Alors malheureusement, on a fait le constat de difficultés à suivre vraiment le déploiement de ce dispositif volontaire. C'est la raison pour laquelle on a décidé finalement de clôturer le site internet, malheureusement, qui avait été mis en place. On s'est rendu compte que vraiment il y avait quand même un besoin absolu de portage financier et politique de cet enjeu qui est crucial et qui est majeur. Donc heureusement, ça a été matérialisé notamment par la feuille de route interministérielle et on peut aussi parler des cellules Réagir qui ont été mises en place par les chambres d'agriculture. Et la feuille de route donc interministérielle, donc vous êtes peut-être au courant, c'est Olivier Damézin qui est un ancien député du Lot-et-Garonne qui a été désigné comme le coordinateur national du plan prévention mal-être en agriculture en mars 2023 et qui va porter cette feuille de route pour prévenir du coup le mal-être agricole. Au final, pour vous dire que quand même si on doit fermer, clôturer ce site internet, l'idée c'est qu'il ne sera pas mort pour rien entre guillemets. C'est un peu le roi est mort, vive le roi. En gros, on souhaite vraiment mettre toutes nos forces autour d'un enjeu de société commun plutôt que de chercher vraiment à faire vivre nos dispositifs isolés. Donc l'idée c'est que toute cette initiative de la coopération agricole et tous ces échanges qu'on a initiés notamment avec la MSA, ça puisse finalement on puisse faire en sorte que tout ce qui a été mis en place dans ce réseau Agri-Sentinelle puisse abonder un dispositif plus commun, plus global, national de sentinelles pour que ça perdure, puisque notre objectif final, il est évidemment qu'on puisse continuer à aider les agriculteurs en situation de détresse et ne pas les laisser sans solution. Donc notre réseau Agri-Sentinelle a permis de mettre en mouvement des forces et aboutir finalement à une politique gouvernementale d'envergure. Donc on peut se satisfaire au moins de cette initiative et on espère que ça va porter ses fruits et perdurer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc, je suis Marie-Andrée Besson, productrice de lait à Comté dans le Jura et je suis membre de Solidarité Paysans. Donc le thème que nous souhaitons développer aujourd'hui, c'est redresser les exploitations et agir sur le bien-être des agriculteurs par l'agroécologie. Alors pourquoi une association de défense et d'accompagnement des agriculteurs fragilisés questionne-t-elle l'agroécologie ? Déjà 2 mots pour vous présenter Solidarité Paysans. Solidarité Paysans est un réseau de défense et d'accompagnement des agriculteurs, en difficulté particulièrement, qui est ouvert à tous et qui est indépendant. Nous comptons 27 associations couvrant 82 départements, avec 1000 bénévoles, 100 salariés, qui accompagnent plus de 3500 familles par an. Nous avons un cadre éthique fondamental dans notre fonctionnement et notre accompagnement se veut global et dans la durée. L'agroécologie peut-elle être un levier de redressement pour les exploitations fragilisées ? Très vite se dégage la conviction pour Solidarité Paysans d'envisager l'agroécologie sous un angle économique, mais aussi social et humain. Il s'agit pour ces paysans dont l'exploitation est menacée d'adopter des pratiques plus économes et autonomes dans la perspective de trouver des solutions viables et vivables. Je t'embête juste, Vas-y. Parce que les diapos ne passent pas toutes seules. D'accord. Donc je disais qu'il s'agit pour ces paysans dont l'exploitation est menacée d'adopter des pratiques plus économes et autonomes
dans la perspective de trouver des solutions viables et vivables pour conforter le redressement de leur exploitation, dégager un revenu et des capacités de remboursement. Ce faisant, ils initient un chemin interrogeant leur rapport au travail et à l'environnement, contribuant ainsi de manière positive à l'urgence climatique. Nous avons donc souhaité confronter ce concept d'agroécologie aux réalités d'une exploitation en difficulté et analyser son impact dans le processus de redressement et la résilience de l'exploitation. Donc, quelle méthodologie ? Nous avons retracé le parcours de 40 exploitations, de personnes accompagnées, et nous avons réalisé 40 monographies avec des productions diversifiées sur l'ensemble du territoire, comme l'indique la carte. L'étude porte sur 3 échelles. D'abord, celle de la parcelle ou du troupeau, dans le but de réduire les charges, de désintensifier les pratiques, d'avoir une autonomie alimentaire et une réduction des intrants. Puis celle de la ferme, de façon à rééquilibrer le système de production, aller vers une diversification, vers des systèmes pâturants ou autres. Et également celle de la filière, pour augmenter la valeur ajoutée, par la labellisation, la transformation locale ou par les filières courtes. La caractérisation de ces changements de pratique a été effectuée au travers d'indicateurs techniques, économiques et financiers, mais aussi sociaux et humains. Le cheminement d'un changement de pratique. Nous avons constaté au travers de ces monographies que les changements de pratique s'opèrent au cours d'un cheminement qui prend du temps. Si les trajectoires sont diverses par l'ampleur et le rythme des changements, elles ont toutefois des points communs. D'une part, les changements de pratique répondent à une situation de crise, et il y a souvent un élément déclencheur. Souvent, c'est la rencontre avec Solidarité Paysan. Comme l'indique la diapo, il y a des facteurs qui facilitent les changements de pratique, qui ont été identifiés, notamment la sécurisation de la situation financière par des dispositifs de traitement de la dette, l'échange, l'écoute et le soutien, mais également le travail en collectif. Quels ont été les freins et les obstacles ? Tout d'abord, la situation personnelle difficile, comme Josette, qui était dans une période de détresse financière, d'urgence de remboursement. Il y a également la prise de risque qui fait peur, mais également un verrouillage des filières. Certains systèmes de contractualisation ou logiques de filière, poussés à l'extrême, réduisent fortement l'autonomie de l'agriculteur. C'est notamment le cas de ceux qui exercent sous contrat en intégration. Les marges de manœuvre pour l'agriculteur sont alors extrêmement limitées, sauf à pouvoir s'extraire du système. Mais il y a également un contexte local plus ou moins favorable et un manque de soutien de la profession agricole. Pour Aurélie et Sébastien, le passage en bio a été très difficile dans leur département parce qu'ils étaient montrés du doigt. Mais il y a de nombreux bénéfices et des évolutions. Ces évolutions présentent également de nombreux bénéfices. Nous en avons retenu 6. Premièrement, sur le plan économique. Tout d'abord, avec un EBE en amélioration dans la plupart des situations, même si le redressement économique prend du temps. Deuxièmement, c'est également une amélioration des conditions de travail, avec une réorganisation des tâches, une gestion plus globale de la ferme, une évolution des priorités et l'importance de s'accorder du temps libre, mais aussi une diminution du stress par l'amélioration de la situation économique. Troisièmement, ça permet aussi une découverte des pratiques ou de production. Et c'est une fierté de réussir à faire par soi-même des changements techniques qui permettent de retrouver des savoir-faire paysans. C'est une fierté d'être reconnu par ses pairs et par les consommateurs. Quatrièmement,
Ces démarches permettent de créer du lien. L'accompagnement par Solidarité Paysan participe à rompre l'isolement. Ensuite, la démarche de changement de pratique va de pair avec de nouvelles mises en lien. Il y a de nombreux groupes d'échange qui se constituent. Et au-delà des échanges techniques, le lien social qui s'y crée est une composante clé, essentielle pour se libérer l'esprit et prendre du recul sur ces difficultés. Les changements de mode de commercialisation ou l'accueil à la ferme sont également vecteurs de lien social et participent à lutter contre la stigmatisation. Ces nouveaux liens animent une certaine solidarité entre personnes et chacun joue un rôle dans l'accompagnement des changements. Un autre bénéfice, se réapproprier son système. La réappropriation du système est un point essentiel. En faisant le choix d'apporter des évolutions à la conduite de l'exploitation, pleinement acteurs du changement, les agriculteurs se réapproprient la gestion de leur ferme. La situation de crise, les rencontres, les changements mis en œuvre amènent à réfléchir autrement le système. De nombreux agriculteurs expriment à différents niveaux une aspiration à plus d'autonomie. C'est d'abord la recherche de l'autonomie alimentaire pour le cheptel ou la réduction de la dépendance aux intrants pour les cultures. C'est encore pour certains s'extraire d'une filière de type intégration ou reprendre la main sur la valorisation des produits. En changeant de mode de commercialisation, mais c'est aussi redevenir maître de ses choix au quotidien en refusant que les décisions ne soient prises soit par des techniciens ou des commerciaux, et en retrouvant son autonomie décisionnelle, l'agriculteur s'affirme expert de son propre système. Et un autre enseignement important concerne le fait de retrouver du sens à son travail. Se réapproprier son système de production, voir l'exploitation se redresser, sont déjà des facteurs de satisfaction et de motivation majeurs pour les agriculteurs qui retrouvent le sentiment qu'ils ne travaillent pas pour rien. Mais c'est aussi l'expression d'une cohérence plus globale qui ressort des témoignages recueillis. Se retournant sur les changements opérés, nombre d'agriculteurs interrogés disent s'être rapprochés d'une manière de produire plus en accord avec leurs valeurs et leurs convictions. Ils ont ainsi retrouvé du sens à leur métier. Pour certains, cette démarche de cohérence est véritablement imposée comme un élément clé, indispensable pour pérenniser la consolidation de l'exploitation. Les changements de pratique sous le regard de la psychologie du travail. Nous avons d'abord analysé le cadre de la psychodynamique du travail. Les monographies réalisées dans le cadre de l'étude des changements de pratique retracent des parcours complexes d'hommes et de femmes reflétant pleinement la dimension humaine au cœur des changements de pratique. Mais ils portent aussi sur le vécu subjectif du travail, entre souffrance et plaisir. Souhaitant approfondir cette analyse, Solidarité Paysan a demandé à une psychologue du travail d'éclairer les liens entre changement de pratique et psychologie du travail. Des agriculteurs en souffrance. Ces parcours témoignent tous de l'importance du travail pour la santé mentale. Le travail a vocation à être utile, utile dans le sens économique, en matière de rémunération, mais utile dans le sens d'utile aux autres. Ce ne sont pas tant les difficultés initiales qui mènent à la souffrance, mais le sentiment de ne pouvoir rien faire pour améliorer la situation. L'agroécologie permet de retrouver des satisfactions, de l'estime de soi. Premièrement, tendre vers l'autonomie. Le processus qui tend vers l'autonomie s'appelle la subjectivation, c'est-à-dire la façon que chacun a de se rapprocher de soi,
et de trouver ses solutions propres, ses avis propres, ses idées propres. Par les pratiques agroécologiques, on sort de la répétition, on se nourrit de la complexité du métier. Devenir autonome dans son métier, cela peut rimer avec sortir de la dépendance aux produits pour mobiliser son intelligence et accroître sa vitalité de producteur. Les crises peuvent être l'occasion de s'émanciper aussi de la dépendance aux parents, aux modèles, aux professeurs ou bien d'autres éléments. Dans le processus de changement, les parcours relatent l'affranchissement des agriculteurs qui se distinguent des héritages et des modèles. Leur travail devient valorisant et valorisé. Deuxièmement, changer de rapport au travail. Par la charge de travail, ne se calcule pas un volume d'heures ou de fatigue. À partir du moment où la charge de travail est conforme au sens que le travailleur donne à son œuvre, le coût psychique est allégé. Et bien au-delà de la charge de travail, la transformation du rapport au travail permet de retrouver de la souplesse. Troisièmement, l'agroécologie permet de réduire l'écart entre ses valeurs et le sens du travail. Je peux finir ma phrase ? Pour changer de pratique, de groupe de pairs, de philosophie de travail, il faut désinvestir les pratiques antécédentes qui sont reconnues comme inadaptées. C'est un passage qui permet de s'attacher et de s'investir dans la réflexion vers de nouvelles potentialités pour l'activité et pour les personnes. Merci. Donc toujours Frédéric Vallée de l'INRAE. On a fait, pour Madame Lagadec, on a fait nous aussi des mesures de VLEP un peu partout dans nos laboratoires, élevages et compagnie. Ce qui en est ressorti, c'était... Alors nous, on n'a pas fait les poussières, mais on a fait l'hydrogène sulfuré, bon, ce qui revient à peu près au même. Et ce qu'on a vu, nous, c'est que dans nos bâtiments d'élevage porcins, c'est surtout au moment du brassage des lisiers qu'on explosait les compteurs. Donc ça, c'est une chose qui était évidente. Et on s'est aussi posé la question des équipements de protection individuels avec les masques type nez de cochon. Et nous, on est parti sur l'option des masques ventilés, qui est plus coûteux, certes, et plus encombrant. Mais en tout cas, on arrive dans les élevages en parlant sécurité et on repart en parlant confort au travail. Et ça a été une vraie réussite. Alors autant il y a plein de campagnes qu'on a essayé de mettre en place au niveau national qui n'ont pas forcément fonctionné. Mais sur les masques ventilés, bien que ça coûte beaucoup plus cher, quand les agents on leur dit là t'es pas obligé de le mettre dans cet endroit-là, ils disent oui mais c'est quand même vachement plus agréable de le porter. Donc c'est vrai que c'est pas forcément transposable à toutes les infrastructures privées, mais il y a un vrai plus avec des outils technologiques confortables et sécurisants pour les agents. Juste petit témoignage quoi. Enfin, tout à fait, justement. C'est vrai que aussi votre remarque sur le fait que le masque, on n'est pas obligé de le porter non plus toute la journée. Il faut vraiment sélectionner les tâches, ou les moments où on va être le plus exposé. Mais c'est vrai que nous, c'était les retours aussi quand on a transmis les résultats aux éleveurs. Et certains, bon, il y en a peu, comme je disais, qui utilisaient des masques, mais certains, notamment en volaille, utilisaient des masques ventilés. On était très satisfaits. Et dans le cadre du projet Calière, donc justement qu'on démarre là, l'idée c'est vraiment de faire un recensement de tout l'ensemble des masques qui existent et de les faire tester à un collectif d'éleveurs. L'idée c'est aussi de travailler avec l'équipementier vendeur de masques pour optimiser encore plus, parce que en effet ce problème de confort c'est le frein principal au port du masque. Oui. Alors, un système complet coûte 1 000 €, mais en fait, le home est un truc individuel qui vaut 60 €, qui est du jetable, et le système de ventilation, qui peut être mutualisé, utilisé par chacun, coûte dans les 800 €, quoi. L'intérêt, c'est qu'on n'a qu'une seule cartouche à maintenir. Il n'y a pas autant de cartouches que d'agents. Il y a des systèmes d'alerte sur le système qui vont dire je suis colmaté, j'ai dépassé la date. Enfin voilà, donc c'est un plus en intervention au quotidien, mais c'est un vrai moins parce qu'en fait il y a
sauf si on a 5 ou 6 agents qui interagissent, où là, il faut tous les protéger en même temps, mais en fait, c'est un système collectif, quoi, qui peut aussi être utilisé pour la soudure, pour d'autres applications, quoi. Et je suis pas du tout sponsorisé par qui que ce soit. D'autres questions ? Oui, ici. Nathalie Ostion, INRAE, j'ai une question. Alors, je vais pas piquer celle de Christian de tout à l'heure, mais j'ai un peu la même à vous faire. Cela, on est sur des mesures en fait de protection des êtres humains au travail, que ce soit sur les particules dans les bâtiments fermés ou de suicide en agriculture. Mais finalement, quelles sont les mesures de prévention, de changement des systèmes ? Est-ce que notamment dans le système avicole ou porcin, il y a des moyens de réduire les tâches ou les postes qui sont source de production de ces particules dangereuses pour la santé humaine? Est-ce qu'il n'y a pas une reconception, une reconfiguration complète des systèmes de production à envisager? Et la même chose pour la question du suicide ou du mal-être en agriculture. On sait quand même bien qu'il y a des déterminants qui jouent sur des agriculteurs qui sont pris dans des cercles vicieux d'agrandissement, de remboursement d'emprunts, liés à un certain modèle agricole. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut faire évoluer aussi? Parce que voilà, je me posais finalement, est-ce qu'on n'a pas quand même à revisiter et à reconfigurer ensemble la façon dont l'agriculture et les systèmes de production se font pour éviter toutes ces conséquences nuisibles sur la santé des hommes et des femmes au travail? Même si les solutions apportées que vous avez proposées, que ce soit sur des questions de suicide ou de santé physique, sont hyper importantes. Mais voilà. Je voulais votre point de vue là-dessus, s'il vous plaît. Concernant l'exposition à l'ammoniac et aux poussières, à partir du moment, de toute façon, où on travaille avec des animaux vivants, on sera toujours exposé à des polluants. Il y aura toujours une exposition et de la volatilisation de l'ammoniac et de la mise en suspension de particules parce qu'on travaille avec des animaux qui bougent, qui produisent des effluents. Et je pense que dans n'importe quel système, ce soit un système mettons plein air ou un système en bâtiment, dans tous les cas, on aura de la volatilisation de l'ammoniac et de l'exposition. Après, en effet, dans un système, revoir les systèmes, je pense que c'est compliqué. Par contre, modifier les pratiques, par exemple, on voit, nous, pour la réalisation des soins des porcelets, au lieu de les faire dans la salle où là, justement, il y a de la poussière, réaliser les soins au porcelet dans le couloir, par exemple, ça permet de réduire. Enfin, c'est des changements de pratique, mais pas des changements de système, parce que pour moi, dans tous les cas, travailler avec du vent, on aura une exposition plus ou moins importante. Mais moi, je vais vous passer la parole. Du coup, en ce qui concerne la prévention du suicide, repenser le modèle agricole, je pense que c'est une question éminemment politique. Moi, je m'engagerai pas forcément là-dessus, mais je pense qu'en fait, toutes les interventions qui ont eu lieu dans la journée pour améliorer la qualité au travail, diminuer la pénibilité, assurer un meilleur confort des agriculteurs, ça permet de prévenir finalement des situations de mal-être, et c'est aussi sur ça qu'il faut travailler. Et ça s'adapte à tous les modèles. Donc, je ne sais pas s'il faut privilégier un modèle plutôt qu'un autre, mais on a vu qu'il y avait différentes techniques et différentes solutions, et c'est adapté au cas par cas. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... D'autres interventions? D'autres remarques? Oui, je pense effectivement que votre question est judicieuse. On sait très bien que la question du suicide aujourd'hui en agriculture est récurrente, que les causes de suicide sont multifactorielles, mais que globalement, on voit bien quand même qu'elles proviennent d'un mal-être des paysans. Et ce mal-être, il vient effectivement notamment d'un manque de revenus, d'une surcharge de travail, de stress au travail, de charges administratives, du poids d'un certain nombre de normes administratives, enfin de tout un processus qui est enclenché par le modèle de développement dans lequel on est et qui crée beaucoup de contraintes chez les agriculteurs. Et nous, on peut constater à Solidarité Paysans que les personnes qui arrivent à retrouver une autonomie dans la gestion de leur exploitation, qui arrivent à reprendre un pouvoir de décision et de choix, finalement, elles s'en sortent, même que quand nous, on les accompagne, ça veut dire qu'elles sont déjà très fragilisées.
Donc, sur des exploitations qui auraient cette volonté, qui fonctionnent normalement, qui auraient cette volonté d'aller vers autre chose et de reprendre en main leur outil de travail, je pense qu'il y a des solutions qui sont possibles, mais ça demande effectivement aussi une volonté politique de soutien, d'initiative plus à la hauteur, plus à la dimension humaine, quoi. Quelle place on donne à l'agriculteur dans le processus de développement actuel? Je crois que c'est une grande question, effectivement. Merci. D'autres remarques avant qu'on passe à la présentation du RMT Travail en agriculture? Oui, allez-y. Je vais être rapide parce que je dois aller prendre mon train. Je m'excuse pour Sophie, mais je connais un peu le RMT. Non, j'ai une question. Ce qu'on échangeait avec des collègues à midi, j'ai entendu parler, mais sans entendre parler. Je ne vais pas non plus aller sur une conclusion, mais comment on tient compte quand on veut parler du futur du travail en agriculture, de la vision et des attentes des nouvelles générations? Parce que pour moi, parler du renouvellement, de l'attractivité des métiers, ça va considérer des jeunes, ou moins jeunes, mais en tout cas moins de 30-40 ans, qui vont arriver sur le marché du travail, qui sont intéressés par ces milieux agricoles et qui n'ont pas forcément les mêmes façons, les mêmes visions du travail. On parle, je crois qu'on est arrivé à la génération Z actuellement, si je ne me trompe pas, qui a des nouvelles aspirations en termes de travail, qui sont assez mobiles dans les travails, qui sont dans les activités, les emplois qu'ils font avoir, qu'ils ont un autre rapport potentiellement au métier, aux valeurs du travail agricole. Et je voulais savoir, alors c'est peut-être pas une question directement pour vous, mais plus généralement, comment on tient compte de ça, de ces nouveaux jeunes travailleurs qui arrivent et comment on peut concevoir justement des systèmes de production, des organisations du travail, des conditions de travail qui répondent aussi à leurs attentes. Il me semble que moi c'est un enjeu pour penser le futur du travail dans les années à venir. Alors je sais pas si vous avez des éléments de réponse ou autre, mais voilà, ça m'aurait intéressé d'avoir quelques éléments de réponse sur ça, même si je dois vous quitter. Donc, moi je fais le croisement avec ce matin. Moi je suis Kim Deslandes de Tram. Ici. J'étais dans le projet Coagile et en fait, dans les hypothèses de départ qu'on ne vous a pas partagées, peut-être, c'était qu'il existait un gap générationnel entre les vieux agriculteurs et les futurs nouveaux jeunes installés agriculteurs. Et c'est une hypothèse forte qu'on est allé tester sur le terrain et qu'on a abandonnée finalement parce que il y a dans les vieux agriculteurs des agriculteurs qui tiennent à avoir les mêmes conditions qu'on projette sur la génération Z. Et inversement. Et il y a des jeunes agriculteurs qui sont dans des formes de représentation de l'agriculture des années du XXe siècle. Et en fait, on a cherché, pourtant, on a cherché à donner raison à notre hypothèse, mais on n'a pas réussi. Et en fait, nous, c'était vraiment cette ouverture du dialogue sur des représentations de l'agriculture qui est, pour nous, qui est vraiment une piste dans ce sens-là.